Ben aujourd'hui, c'est le fun. On reçoit quelqu'un que je connais depuis longtemps, André Lavigne. Salut André. Salut, Dallin. On va se tutoyer parce que ça aurait l'air fou si on se vous voit. Absolument. Ça Ah, fait quoi, là? 40 ans qu'on se connaît, quelque chose ah, comme ça, là. Fait que, ouais, mais ça me rajeunit pas du tout. idem, pas mal la même chose. Fait que, André, mais tu veux nous parler de toi un peu, nous parler de ta business actuellement? Ben, en fait, ça fait 40 ans. Moi, je suis un passionné de la vente, là. C'est le truc que j'aime le plus, la relation, comment on peut être efficace, tout ça. Fait que, moi, ça fait 40 ans que je suis en vente. Fait que j'ai eu une multitude de rôles. Fait que j'ai aidé depuis 99 des entreprises à se commercialiser. Tu sais, depuis juste les 5 dernières années, j'ai accompagné 125 entreprises qui offrent je te dirais, presque 30 secteurs différents. Puis j'ai fait des formations à des centaines et des centaines d'entrepreneurs. Euh, Puis dernièrement, ben, j'ai écrit un livre là-dessus, là, comment démystifier la vente. Là. Fait que, on va peut-être en parler tantôt. Ben oui, tout à fait. Ben, en fait, le livre, voici le livre. On vous présente le livre d'André. Vous allez retrouver dans le bas de la vidéo tous les liens pour acheter des quantités de livres pour distribuer à votre équipe de vente, mais c'est surtout un super livre qui s'appelle Démystifier et maîtriser la vente. Ouais, Donc, je vous le recommande fortement. C'est un très bon livre. ouais, merci Darren. Première question, André, que j'ai pour toi, en fait, tu as fait beaucoup de consultations, beaucoup de rencontres avec des Ouais. entrepreneurs puis avec de la PME. Puis selon toi, c'est quoi les plus grands défis que ces gens-là ont lorsqu'ils veulent soit mettre en place une force de vente ou la gérer au quotidien? Ouais. Ben, en fait, je te dirais que, puis je vais utiliser une expression qu'un de mes amis utilisait, que je détestais à l'époque, mais que j'ai appris à aimer. Les gens, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. OK? Fait que bien souvent, tu pars une business, puis ben, tu ne sais pas comment gérer tes ventes. Fait que tu vas y aller avec ce que tu as entendu, ce que tu as vu. Mais généralement, les gens sont mal outillés. Fait qu'ils n'ont pas de moyens pour ben, mesurer le progrès, pour s'assurer que le cycle de vente il est le plus vite possible. Puis surtout, un des trucs que je vois tout le temps, c'est difficile de prendre le temps de s'asseoir, puis planifier, puis de mettre sur papier son plan. Parce qu'on est occupé, on fait plein d'affaires, fait qu'on le met pas sur papier, on y pense, puis là, on engage quelqu'un, puis c'est dans notre tête. Fait que comment on le fait, comment on va le communiquer. Puis, la dernière affaire que je te dirais qui est le plus difficile quand tu accompagnes des entrepreneurs, c'est que on se bâtit avec les années des croyances limitantes. Moi, j'appelle ça des croyances limitantes. Fait que, par exemple, si tu dis, ah, je suis d'un milieu puis le cycle de vente qui est bien long, ben, devine quoi? Le cycle de vente va être bien long. Si tu dis, ah, mes clients sont bien difficiles, ça va être difficile. Tu sais, fait que, au lieu de se dire, je suis dans un milieu conservateur, normalement, les cycles de vente sont longs, comment je peux faire qu'ils soient plus rapides? Ben, on prend pas le temps de le faire, on prend pas le temps d'y penser, parce qu'on est tellement convaincu que, bon, ça va être long. Fait que ça va être long. Fait que moi, tu sais, j'aide tu sais, puis j'ai une entreprise que j'ai accompagnée, il était dans le domaine de la construction, puis il disait, regarde, c'est hyper conservateur, les gens prennent pas de décision vite, puis j'ai une innovation fantastique. Fait que mon cycle de vente va être, tu sais, 12 mois, 18 mois, je ne sais pas, il va être très long. Fait que j'ai dit, William, je dis, si tu es convaincu qu'il va être long, il va être long. C'est tout ça que tu veux. Ben, il dit, ben, non. Ben, je dis, tu veux qu'on trouve une manière? Puis, quelques mois après, il me rappelait, puis il dit, hey, André, j'ai vendu mon premier en dedans de 2 mois. Parce qu'on avait trouvé une manière. Mhm. Mais si t'es décidé que ça va prendre bien du temps, ben, ça va prendre bien du temps. Fait que si tu as des entrepreneurs qui se disent, ouais, mais chez nous, c'est long, c'est difficile, les clients sont tous différents, etc., c'est juste des croyances limitantes. Fait que ça, en accompagnement, c'est à tous les jours qu'on vit ça. C'est super intéressant, ça. Puis exemple, quand tu commences à faire une intervention, je comprends que tu fais des interventions à moyen long terme, là, idéalement, lorsque Ouais. tu commences à travailler avec un entrepreneur, c'est pas un quick fix, là, c'est pas sur 2, 3 semaines, mais c'est quoi peut-être les 2, 3 premières ou 4 améliorations que habituellement que tu mets en place, là, je comprends que chaque entreprise est différente, mais
des forces de vente, gérer des forces de vente, ça doit se ressembler d'une entreprise à l'autre, en fait, hein. C'est pas mal tout le temps pareil. C'est, en fait, d'avoir vu tu sais, presque une trentaine de secteurs d'activités différentes en passant comme des petites firmes comptables, des grosses institutions financières, des entreprises, des startups qui commencent à vendre. C'est que, tu sais, tout ce mélange-là me fait réaliser que le chemin initial, c'est prendre l'information que l'entrepreneur a dans la tête sur comment il vend, puis là, la remettre sur papier, puis là, s'assurer que c'est comme ça, ce qui est la meilleure façon. Fait que là, je le challenge. T'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? Voici une des meilleures pratiques. Fait que bâtir ou mettre à jour son plan de commercialisation plutôt que juste vivre sur l'instinct, les habitudes, ah ben c'est ça que je pense. Juste essayer de le réfléchir. Fait que quand j'ai dit tantôt, les gens n'ont pas le temps de réfléchir, mais quand ils décident de prendre un coach, puis ça veut dire tout de suite qu'ils se disent, j'ai pas le temps de réfléchir. Si je réfléchis tout seul, ben c'est comme si je parlais à un mur, puis ça donne pas grand-chose. Je vais réfléchir avec quelqu'un. Fait que ça, mettre en place, c'est bien important. L'autre chose que la deuxième étape, c'est que c'est bien dur de dire, euh, tu sais, la plupart des entrepreneurs se disent, ben, tu sais, les temps sont difficiles, puis, tu sais, Dalen, tu le sais comme moi, combien de crises économiques, combien de crises qu'on a passées dans les 40 dernières années. Je sais que pour les prochaines 40, 50 prochaines années, il va en avoir autant. Ils vont être pires, ils vont être moins pires, ils vont en avoir autant. Fait que si tu n'es pas capable de te fixer des objectifs, puis de les suivre, de suivre ton progrès, t'atteindras jamais des résultats. Puis au Québec en particulier, on est gêné de dire, hey, je veux être le plus grand manufacturier d'attache de camions au Québec. On le dit pas, on y pense, on rêve, on espère. Mais si tu le dis, qu'est-ce que tu as à faire pour être le plus grand manufacturier d'attache de remorques au Québec? Ben, pour me prouver que j'avance vers ça, ben, j'ai ça à faire. Puis pour faire ça, je vais bâtir un plan d'action. Fait que si tu pars pas d'un objectif, comment tu veux te rendre quelque part? Tu vas survivre, tu vas vivre, puis c'est bien correct. Il y a plein, tu sais, la majorité des entreprises vivent sur le fait que, ben, il y a une clientèle, je peux me débrouiller dans la situation actuelle, je suis profitable, puis c'est ça. Mais quand il arrive des tarifs, par exemple, comme actuellement, ben là, oh, ça va être bien, bien difficile, qu'est-ce que je vais faire? Fait qu'il faut que tu te prépares. Fait que ça, je pense que c'est les deux affaires les plus importantes. Après ça, ça devient comment tu gères ton day-to-day, comment tu gères tes opportunités, comment tu gères ça, puis ça, ben, c'est presque de la mécanique, là. OK? Ouais, puis il y a quelque chose dans ce que tu viens de dire qui me touche particulièrement parce que ça fait partie de mon mantra. En fait, mon mantra, moi, c'est tester et mesurer. Donc, Ben ouais. beaucoup d'entrepreneurs vont mettre en place, par exemple, des solutions de génération de clientèle, génération de prospects, vont faire des campagnes Google Ads, Facebook Ouais. Ads, LinkedIn. Ils vont générer des nouveaux clients qui vont s'intéresser, Hum. mais c'est soit pas suivi, là. Donc, Ben j'avais ouais. activé puis je m'en occupe pas. Donc, on s'entend que c'est un gaspillage hallucinant. Ou je fais pas de mesure. Donc, je connais pas mon taux de conversion, je connais pas. J'ai besoin de combien de leads pour atteindre mon objectif. Si j'ai fixé un objectif, Ben donc ouais. nous, on voit ça régulièrement, là. Je sais pas si toi, tu Ouais. vois ça dans ta Ben, pratique, là. Pas de en mesure, fait, pas de test. ben, exactement. Puis je vais faire du pouce sur ce que tu dis. C'est imagine que tu fais des campagnes, tu fais dans LinkedIn, tu t'amasses une liste de clients potentiels, de suspects. Puis là, tu le fais une fois. Là, tu dis, OK, ça n'a pas marché ou ça n'a pas marché comme je voulais. Là, je vais me refaire une liste de prospects, de suspects, puis je vais réessayer. Puis, ça marche pas plus. Mais tu en as une liste. Il faut que tu établisses des conversations, il faut que tu le fasses sur le temps, il faut que tu mesures entre ça se peut-tu que j'ai parlé il y a 4 ans, puis là, c'est le temps pour cette personne-là d'aller de l'avant avec moi. C'est-tu grave? Non, c'est pas grave. Vous les connaissez, vos clients. Continuez à avoir des conversations. C'est pas une, puis ça marche-tu, ça marche pas. Parce que, tu sais, on est dans un marché fini. Tu sais, quand tu vis aux États-Unis,
Tu sais, moi, j'ai couvert des marchés à travers le monde. Tu sais, mes partenaires qui étaient au Brésil, ben, il y a du monde au Brésil. Il y a bien, bien, bien du monde au Brésil. Fait que tu peux faire des envois, des envois, des envois. Ici au Québec, si tu as une cible, tu sais, si par exemple tu vends à des entreprises de transport, il y en a des centaines, il y en a des dizaines, des centaines, il n'y en a pas des millions. Fait Hmm. que mesurer, puis répéter, puis raffiner, mais continuer de parler à ces gens-là. Fait que ça, c'est ça aussi, je vois ça continuellement. Ouais. Puis dans ta pratique, tu vois, parce que souvent, ce que j'entends aussi régulièrement, c'est ben, j'ai contacté un prospect sur LinkedIn, il m'a pas répondu, fait que j'arrête. Dans ta, Ouais. ça veut dire qu'il y a pas d'intérêt. Ben, Fait que toi, dans ta pratique, c'est quand je commence à faire du développement de lead, justement, jusqu'au moment où je suis capable d'avoir une démo ou avoir un premier rendez-vous, tu peux contacter un prospect combien de fois avant qu'il te dise, pas je veux acheter, mais je t'intéresse. non, je suis intéressé. Oui. Ouais. Ben, en fait, tu te rappelles, au début de nos carrières, on allait voir le monde. Tu sais, moi, j'avais le territoire des cantons de l'Est, tous les matins, à 8 heures, j'étais dans mon auto, puis cloc, puis, tu sais, il veut pas te rencontrer, je peux savoir son numéro de téléphone? OK, oui, je vais y parler. OK, j'essayais au téléphone, je disais, je laissais un message, mais je vais être dans votre coin telle heure. Fait que ça prenait généralement 5, 6 essais avant de réussir à y parler, puis qu'ils soient assez intéressés pour nous rencontrer. Aujourd'hui, c'est pas mal plus. OK? J'ai pas un chiffre exact, mais j'ai deux informations qui te disent va jusqu'à ce que tu aies un de ces deux résultats-là. Le premier résultat, c'est qu'ils disent hey, je suis pas intéressé, rappelle-moi plus. OK? Et le deuxième résultat, c'est un rendez-vous. OK? Combien de fois il faut que tu le fasses? Tu sais, puis l'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que on envoie un courriel à quelqu'un, on y envoie sur LinkedIn. Peut-être qu'il l'a lu, peut-être qu'il l'a passé vite. Dans 2 semaines, dans une semaine, dans 2 semaines, 3 semaines, il ne se rappelle plus de votre courriel. Fait que vous pouvez continuer à y en envoyer. Puis aujourd'hui, avec les CRM, justement, puis, tu sais, c'est un Excel, puis il faut que tu crées un courrier dans ton courriel, c'est un job. Mais avec les CRM, tu peux te mettre sur une liste d'automatismes, puis tu les envoies. Puis tu les envoies régulièrement. Puis tu envoies le même ou à peu près le même. À un moment donné, la personne va se dire, hey, il me semble que j'ai déjà vu. Il me semble qu'il m'a déjà envoyé quelque chose. Il va peut-être avoir l'idée de le lire. Fait que c'est à répétition, parce qu'il s'en rappelle plus, à répétition jusqu'à temps qu'ils nous disent que, tu sais, c'est trop. Puis quand ils nous disent c'est trop, tout ce qu'on dit, c'est, je m'excuse, mais les clients que j'aide dans ton secteur, ils aiment beaucoup mon produit, ils aiment beaucoup ma solution. Puis je pensais vraiment que c'était pour t'aider. Je suis désolé. Mais si vraiment, tu sais, t'es intéressé, je pourrais quand même te rencontrer. Fait que ça veut pas dire que c'est fini. La persévérance, c'est peut-être une des 10 plus grandes qualités qu'un homme d'affaires ou un entrepreneur peut avoir. C'est pas parce qu'il te dit non qu'il t'aime pas. Faut pas prendre ça personnel non plus. Il n'y a, il y a rien de personnel là-dedans. Si j'ai le temps, je peux te raconter une anecdote. Mon premier cours de vente, c'est un Mhm. psychologue industriel, puis il avait dit quelque chose de super intéressant justement pour nous faire accepter le rejet. C'est qu'il nous disait, il y a peut-être juste 6 ou 7 vraiment mauvaises personnes dans le monde, des gens durs qui vont être bêtes avec toi, mais ils déménagent souvent. Fait que dans le fond, puis quand je me rappelle quand j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis je cognais les portes de business, puis je rentrais, puis des fois je pognais quelqu'un de bête, puis je retournais dans mon auto, puis là je me disais, ah, il vient de déménager. Ça m'aidait à passer à travers le rejet super bête. Fait que Puis l'autre, utilisez le truc si vous voulez. ah, c'est super bon. Puis l'autre aussi, tu sais, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais tu sais, l'idée de relancer un client potentiel, que ce soit B2B ou B2C, là, que je vende à des consommateurs ou des entreprises, c'est aussi utiliser des médias différents. Donc, tu sais, il y a le Ouais. courriel, oui, mais moi, tu sais, dans ma pratique, là, moi, je vois beaucoup de clients qui se remettent au téléphone parce qu'au début, ils se disent, il n'y a plus personne qui m'appelle, mais c'est peut-être le bon moment d'utiliser un média où il n'y a plus personne. Tu sais, donc, le téléphone fait encore la job, là.
Tu sais, puis tu as un très bon point. Puis j'irai un petit peu plus loin. Quand tu dis B2B, B2C, là, première chose, on vend toujours à des individus. Mhm. Ça change pas. C'est toujours un individu. Fait que, ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, pour ajouter sur ce que tu dis, euh, les gens, faut que tu les contactes où ils sont. Tu sais, s'ils sont sur les médias sociaux, c'est ton véhicule. S'ils sont sur leur email, moi, je regarde mes emails tous les jours, je regarde pas mes médias sociaux tous les jours. Je vais pas dans des cocktails tous les jours, mais j'y vais. Tu sais, puis je prends-tu toujours mes appels? Oui, parce que je ne sais pas, ça va être une opportunité d'affaires. Fait que le téléphone est toujours, je pense, va toujours rester un bon média, un bon médium pour communiquer avec quelqu'un. Puis, fait que c'est un mélange de tout ça. Si vous faites juste des médias sociaux, ben, il y a plein de monde qui sont quand même pas là-dessus. Ben, ou s'ils sont là-dessus, ils sont pas là-dessus tous les jours. OK? Mhm. À moins que vous vendiez à des ados. Ben là, ça, c'est un autre truc. Oui, puis il y a certains médias où les gens ne vont pas là pour acheter, ils vont là pour échanger, pour communiquer, pour d'autres raisons, pas prédisposés à faire une transaction non plus. Ça ne veut pas dire parce qu'ils sont là qu'ils sont Ouais, prêts à acheter. effectivement. Effectivement, c'est un bon point. Ouais. Puis une autre question peut-être un peu plus technique, parce que tu sais, dans les business que tu as rencontrés, tu as dû en voir dans les années de toutes les sortes, Ouais. des entrepreneurs ou des gestionnaires de vente qui géraient leur cycle de vente avec des post-it ou avec un fichier Excel ou avec Ouais. puis, et le Québec, avec ce qui se passe actuellement, tu sais, le Québec est vraiment rendu à une étape où il faut augmenter notre productivité, il faut être Absolument. plus efficient avec les outils ou le manque d'outils, en fait. Parce que les entreprises, dans le passé, ils ont beaucoup investi dans ce qu'on appelle les ERP, donc les logiciels de gestion de la production, gestion des Mhm. inventaires. C'est comme si les entrepreneurs avaient oublié qu'à la fin de la journée, ça serait le fun de faire une facture. Et puis, pour être capable de faire une vente, puis de la faire de façon moderne puis actuelle, ben, c'est pas avec des post-it, puis avec des fichiers Excel, là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis qu'est-ce que tu as vu Ben, dans la pratique? ben, regarde, juste personnellement, je suis un entrepreneur depuis 87, en fait. Euh, puis, qu'est-ce que tu aimes mieux faire? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous aimez mieux faire? Faire votre rapport de TPS ou faire une facture? Moi, il y a même pas de compétition entre les deux. OK? Pour faire une facture, il faut que tu aies une vente. Faut que tu aies convaincu quelqu'un. Faire un rapport de TPS, même si tu vends rien, tu es obligé de le faire pareil. Mais c'est plate parce que tu n'as pas de revenus. Fait que ça, c'est important. Mais au-delà de ça, quand je donne des conférences, quand je donne des formations, je dis tout le temps, que vous soyez tout seul, que vous démarriez votre business, ça vous prend un CRM. Ça vous prend parce qu'on peut pas être, tu sais, tu parlais de Post-it, tu parlais d'Excel, puis c'est sûr que c'est une grande majorité de gens qui sont là-dessus, mais ça peut pas aller te notifier. Tu peux pas être vigilant à 100% du temps. Puis cette phrase-là est importante. Tu peux pas être vigilant à 100% du temps. Si tu as quelqu'un à rappeler, puis c'est d'un post-it, puis il a tombé de ton agenda, ou il a tombé de ton bureau, est-ce que tu vas t'en rappeler que tu avais une opportunité de vendre quelque chose à cette personne-là si tu l'appelais d'ici la fin de la semaine? Tu peux pas être vigilant à 100%. Fait que les CRM, c'est comme avoir quelqu'un qui est là, qui t'accompagne, qui te dit, hey, oublie pas, il faut que tu fasses ça. Oublie pas, on a ces opportunités-là à suivre. Oublie pas, mettre ça dans ton calendrier. Si c'est un CRM, c'est souvent automatisé que ta tâche vient dans le calendrier. Fait que toutes ces affaires-là, puis faire le suivi de tes objectifs. Comment tu veux faire le suivi de tes objectifs si tu n'as pas d'outils? Ça va être bien, bien difficile. Puis imagine aussi que tu te dis, ben, si je vends tous ces trucs-là, tous ces produits-là, va falloir que j'engage quelqu'un. Mais si tu n'as pas un CRM pour suivre l'évolution de tes opportunités, quand est-ce que tu vas mettre l'annonce pour engager quelqu'un? Quand tu vas avoir eu toutes les commandes, puis les clients vont attendre, ou quand tu vas être dans le processus, puis tu es pas mal convaincu qu'il va avoir des commandes. Fait que le CRM te donne des outils de suivi, puis il y a tellement d'autres choses
que les gens n'utilisent pas, qu'ils ne peuvent pas utiliser parce qu'ils n'ont pas de CRM, puis des fois, même les gens qui ont du CRM ne pensent pas utiliser ça. Oui, le suivi des opportunités, c'est super intéressant, mais le suivi des compétences, tu sais, si tu dis, ben, par exemple, si tu as une phase qui dit, ben, il faut que je qualifie le client pour être sûr que ça va être un bon client pour moi, puis qu'il y a un fit, etc. Ben, si tu regardes le temps que tu passes dans chacune des phases, puis tu passes bien, bien du temps dans la qualification, ça vaudrait pas la peine que tu suives une formation sur comment mieux qualifier tes opportunités parce que tu passes du temps là. Mais si tu le mesures pas, puis évidemment, ça te prend un outil pour mesurer. Si tu le Mhm. mesures pas, comment tu le sais que ça te prend plus de temps à faire ça? Ou par exemple, si tu dis, quand j'ai un client en négociation, c'est super long la négociation. Il y a des formations sur la négociation. J'en, j'en parle même dans mon livre de la façon la plus économique d'avoir un accompagnement. Tu vois, fait que ça, le CRM peut t'aider à faire des choses qui sont auxquelles tu n'aurais pas pensé, mais qui vont accélérer ta croissance, t'amener plus de revenus. Puis, tu sais, si vous n'êtes pas pour augmenter vos revenus, puis accélérer votre croissance, ben, tu sais, prenez-vous des jobs. Mais tu sais, c'est ce que je dis à mes entrepreneurs. Tu sais, il y a bien plus de, tu sais, il y a bien des façons de faire de l'argent. Elles sont pas toutes légales, mais être entrepreneur, c'est pas facile, mais tu as le contrôle sur ton résultat. Fait que ça, le CRM permet ça, entre autres. Ah oui, puis si je fais du pouce sur ton commentaire précédent où tu dis faut contacter une personne, tu sais, 5 fois, 6 fois, 7 fois et plus, Ouais. tu le suis comment si tu fais ça avec des post-it, à savoir j'y ai laissé tel message à l'étape 4 par exemple, puis Change de couleur de post-it, ça t'aidera pas. Et dans ceux qui en ont, parce que tu as aussi rencontré des entreprises qui Ah ouais. avaient des outils de gestion des ventes, c'est quoi les outils qui sont le moins utilisés ou sous-exploités là, dans ce que tu as vu? Ben, en fait, dans les outils, tu sais, le CRM ne devrait pas juste servir à avoir une base de données de tes clients ou savoir y a-t-il une vente potentielle, mais comme outil de communication puis de conversation. Fait automatiser les conversations, il n'y a pas grand monde qui le font efficacement. Tu sais, ils ont une liste de clients. Tu sais, ça dépend des milieux, mais dans la plupart des milieux, l'affaire qui coûte le moins cher puis qui a le moindre effort à faire en vente, c'est de vendre à quelqu'un qui t'a déjà vendu. Hmm. OK? Mais si tu gardes pas une conversation avec ces personnes-là, ben, comment tu vas le faire? Une fois par année? Non, avec ton CRM, tu peux le faire constamment. Puis les automatiser, ces affaires-là. Puis automatiser quand ils vont peut-être aller voir un formulaire que tu as sur ton site web, de dire, regarde, je veux faire un calcul de rentabilité, je veux faire ci, je veux faire ça. Capture cette information-là, puis va communiquer avec le client. Fait qu'il y a, il y a plein d'automatismes, il y a plein de choses qu'on ne fait pas avec le CRM. Hmm. Ouais, puis moi, je suis d'avis qu'un client facile, c'est un client éduqué. Donc, si ton client est éduqué sur ta solution, sur ce que tu Non, fais sur ton offre de service, non. mais il y a peu de clients qui utilisent 100% des produits que l'on vend. Ils achètent une portion des produits. Puis c'est encore là pas de la mauvaise volonté. Souvent, ils savent même pas c'est quoi ta gamme de produits ou tes autres produits qui sont offerts. Vas-tu essayer de me redire, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas? Différemment. Différemment, effectivement. Mais, Dans- mais t'as bien raison. T'as bien raison. C'est toujours plus, tu sais, quelqu'un qui est éduqué envers ce qu'on offre. Tout ce qu'on a à capturer, c'est quoi l'impact pour toi d'avoir, tu sais, d'utiliser ce produit-là, puis on va essayer de l'accompagner dans son achat. Puis autant dans l'éducation du client potentiel ou du client actuel, toi, ça serait quoi tes recommandations pour un entrepreneur ou un gestionnaire des ventes dans comment il peut s'améliorer, comment il peut se former, dans quoi il doit investir pour être un meilleur gestionnaire de vente? Mais il y a trois aspects. Il y a une statistique qui est intéressante, c'est que les vendeurs, généralement, partent de la compagnie pas juste pour l'argent, ils vont partir parce qu'ils se sentent moins bien gérés. OK? Fait que leur gestionnaire,
est un facteur de départ qui est important. Fait que le gestionnaire, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'améliorer? Puis les améliorations que je vais te donner pourraient être utilisées pour soi aussi. OK? Fait que l'idée d'essayer de devenir un meilleur coach. OK? Le travail, c'est si on est capable d'aider quelqu'un à s'améliorer. C'est ça, être coaché. Fait que si t'as pas d'employé, ben, essaie de t'améliorer. Puis, il y en a des super bons coachs au Québec. On est super chanceux. Une belle pépinière. Fait, fait que coach apprends à coacher tes employés, apprends à être coaché, apprends à comment coacher. Fait que le coaching, vraiment important. Puis, si t'aides à grandir, quelqu'un à grandir, à s'améliorer, ça contribue, c'est une des sources principales de motivation. Fait que si tu veux être un bon motivateur, il faut que tu les aides à être meilleurs. C'est un des facteurs de motivation. L'autre facteur de motivation qui est super important, parce que motiver quelqu'un, c'est important. L'autre facteur, c'est l'autonomie. Fait que si tu les aides à être autonomes parce que tu les aides à gérer leurs résultats, contrôler leurs résultats à travers un CRM ou à travers une pratique de vente que tu as mis sur papier, puis ils savent où ils s'en vont, ils vont devenir autonomes plus facilement. Fait que tu as atteint le deuxième plus grand objectif que tu pourras avoir pour motiver des gens. Puis le troisième plus grand objectif, c'est quoi ton histoire? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te différencie? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce qu'on fait rend service à quelqu'un, puis il aime notre produit, puis il aime utiliser notre solution. Ça, c'est le pourquoi on fait ça. Fait que si tu es capable d'enseigner, tu sais, un des trucs hyper faciles que je dis à mes clients, c'est vous vous êtes bâti une série d'histoires de à travers votre parcours, vous avez eu des succès, vous avez eu des super clients, vous avez eu aussi des pépins, des obstacles incroyables. Pourquoi vous gardez ça pour vous? Partagez ça avec vos représentants. Ça devient des histoires collectives, puis ça fait en sorte que vos histoires vont aider à vendre plus, à vendre mieux à vos clients parce qu'ils vont vous comprendre, ils vont avoir un lien émotif avec vous. Fait que vos histoires, documentez-les quelque part. OK? Parce que ça, c'est le pourquoi votre compagnie fait ça. Fait que ça, c'est la dernière source de motivation les plus importantes. L'argent vient bien, bien plus loin. C'est pas, Mhm. c'est pas inimportant, c'est pas parce que c'est pas important, mais l'autonomie, donner un sens à la carrière de quelqu'un, puis l'aider à être meilleur, c'est les trois plus grandes sources de motivation. Fait que si vous voulez devenir un coach, si vous voulez motiver vos troupes, ben c'est comme ça que vous allez procéder. Puis la dernière affaire que je voudrais dire, parce que on a l'impression qu'avoir géré des vendeurs, c'est juste être discipliné, mais la discipline, ça vient pour quelque chose aussi. Mhm. C'est que si vous êtes capable de donner un cadre à vos représentants, dire par exemple, puis tu vas aimer ce que je dis, mais je disais quand j'étais vice-président de vente, je disais à mes employés, si vous inscrivez pas votre progrès dans le CRM, on peut pas ressortir comment s'améliorer, comment mieux faire. Fait que, étant donné que si vous voulez rien mettre puis vous vendez quelque chose, c'est correct, mais vous ne serez pas payé. Je ne vous payerai pas pour cette opportunité-là. Fait que tu devines évidemment que le comportement devenait un peu plus discipliné. Fait que cette discipline-là de vous assurer que l'information, elle circule bien partagée, c'est vraiment important. Fait que la discipline va aussi dans. Puis ça s'applique à un individu. Moi, j'ai ma compagnie depuis 99. Je travaille seul. J'ai eu plein de contributeurs, mais en gros, je suis solo entrepreneur. Oui, j'ai un CRM depuis 2005 à peu près. Fait que ça fait à peu près 20 ans. Et deuxièmement, je regarde mes opportunités au moins 2 fois par semaine. Mais si vous coachez ou si vous êtes en charge d'une équipe de vente, faites-le avec eux, avec tout le monde, 1 fois par semaine. Puis cette discipline-là de dire, hey, dans le CRM, ça dit que tu vas fermer l'opportunité le 31 décembre. On est au début février. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux-tu le mettre à jour? Tu veux-tu expliquer pourquoi tu ne l'as pas contacté depuis ce temps-là?
Fait que cette discipline-là, elle est importante parce que dans le suivi de votre progression, dans le suivi de vos objectifs, c'est un facteur critique. Fait que pour un gestionnaire, être un coach, motiver ses troupes, puis être discipliné, je pense que c'est les trois choses qui peuvent, je, je vais dire simplement parce que sinon j'aurais utilisé le mot facilement, puis pas parce que c'est simple que c'est facile. Mais c'est des choses que simplement vous pouvez ajouter à vos compétences puis à vos habiletés. Fait que moi, comme gestionnaire d'avance, je retiendrai ces trois compétences-là. Puis en terminant, après toutes ces années-là à travailler avec des entrepreneurs puis à des gestionnaires de vente, qu'est-ce qui t'allume encore? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin, le couteau entre les dents, puis tu dis, je vais aller aider du monde à faire de la croissance? Euh, l'admiration. L'admiration pour des gens qui ont eu une super bonne idée, qui ont décidé d'aller de l'avant, qui ont accepté, contrairement à la majorité de la population, d'avoir les anglophones appellent ça le concept du delayed gratification. C'est-à-dire que tu reçois ta récompense pas immédiatement. T'es pas payé aux 2 semaines. T'es pas payé aux semaines. Mais tu accumules puis tu bâtis quelque chose dans lequel tu vas être fier. Tu sais. Fait que ça, j'admire ça. Fait que je l'ai fait moi-même. Euh, j'ai eu des bonnes idées, je les ai mis de l'avant, tu sais, mais rendu un âge certain, à un moment donné, tu te dis, j'ai eu une belle carrière, j'ai le goût de redonner. Fait que ça, redonner, puis voir le résultat, voir l'impact. Tu sais, je te donne une autre anecdote. J'ai un client, il y a 5 ans, il s'était fait approcher par une compagnie japonaise. Puis il me disait, ah non, non, j'ai pas le temps d'aller au Japon, on n'est pas prête, on y parlera pas. Je dis, non, on va y parler. Puis on va juste s'assurer qu'on chemine avec eux. Puis à un moment donné, dans l'entrevue, dans la discussion, les Japonais ont dit, on aimerait ça avoir une exclusivité. Mon client a dit, oh non, chut, pas d'exclusivité. Puis là, j'ai donné un coup de pied, puis j'ai dit, garde, attends, sois patient. Puis, tu sais, il y a, juste avant les fêtes, il a signé un contrat de distribution de 35 millions au Japon. Quand même. Fait que tu vois, moi, ça fait en sorte que j'ai même pas d'idée de retraite, j'ai même pas de plan de, ben oui, j'ai un plan de retraite financier, là. Donc, mon conseiller financier, s'il entend ça, il dirait, hey, on a travaillé fort. Mais bref, l'idée, c'est, je suis passionné, tant et aussi longtemps que je vais rester passionné, puis je vais rester pertinent pour des entreprises, parce que je sais comment je peux affecter, les aider, les accompagner dans leur croissance, ben, c'est ça qui m'anime tous les jours. Ah, c'est vraiment. Merci, merci beaucoup, André, pour le partage. On a passé un beau moment ensemble. Euh, Ben, Dans le bas de la vidéo, je vais mettre aussi le lien vers ton site web. S'il y a des gens qui veulent en savoir plus, ils vont pouvoir te contacter directement. Donc, je vais mettre le lien vers ton site web, je vais mettre le lien vers ton livre aussi. Puis, encore une fois, merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. hey, Dalan, c'est moi qui te remercie. Parler de ma passion, c'est quelque chose qui, évidemment, comme tu vois, m'anime. Fait que merci beaucoup. J'apprécie. Salut! Salut.